Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous évoquons ce soir un problème de santé publique majeur. On déplore plus de 3400 morts et 30 000 blessés dans les accidents de circulation selon le délégué national de la sécurité routière et ce pour l'année 2022. Les blessures suite à un accident peuvent être aussi variées que les circonstances individuelles de chaque collision, mais certains types de blessures sont plus courantes que d'autres, comme certaines blessures peuvent être plus graves que d'autres. On parlera ce soir de la prise en charge des victimes des accidents de la circulation. Comment sont-ils pris en charge? Comment se remettre d'un traumatisme physique mais aussi mental? C'est la question à laquelle tenteront de répondre mes invités ce soir. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Rachida Muller. Vous êtes victime d'un accident de la circulation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté gentiment de venir nous raconter votre histoire. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Zemouri Ahmed. Vous êtes chirurgien orthopédiste, vous êtes président de la SACOT, la Société algérienne de la chirurgie orthopédique et traumatologie. Bonsoir. Bonsoir et ravi d'être parmi vous. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Larkem Hassan. Vous êtes vice-président de la SACOT. Vous êtes également chirurgien orthopédiste à Bab El-Oued, à l'hôpital de Bab El-Oued. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous tous de venir parler de cette thématique et sensibiliser autour de ce souci ou ce problème de santé publique, comme je disais en préambule. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question à vous, docteur Zemouri, puisque récemment il y a eu lieu le congrès, le 30e congrès, c'est ça, de la SACOT, de la Société de chirurgie orthopédique, qui a eu lieu à la mi-octobre courant. Ce type de congrès, j'ai envie de dire, est l'occasion d'évaluer où on sent les dernières techniques de la chirurgie orthopédique. Où en sommes-nous finalement? En Algérie, on est en avance ou en retard? Tout à fait. Je voulais simplement dire que c'était quand même une occasion spéciale cette année 2023. Car en fait, on a fêté les 40 ans d'existence de la SACOT et on a fêté évidemment le 30e congrès international de la SACOT. Alors, concernant le niveau, évidemment, le niveau général, alhamdoulilah, est bon. Nous avons maintenant donc de nombreux jeunes et des moins jeunes comme moi et comme mon collègue qui opèrent donc à travers donc l'Algérie. Et évidemment, le brasage comme ça avec nos collègues étrangers ne peut que nous faire avancer, surtout sur certaines pathologies et certaines techniques que nous pratiquons ici, mais sur certains aspects, évidemment, il est toujours indispensable donc de se ressourcer avec donc nos amis étrangers, donc d'Amérique du Nord, de l'Europe et même de l'Asie, qui a fait un bond considérable concernant donc ce genre de... Il y a eu d'ailleurs une grande participation à cette session justement. Alors la SACOT, c'est vraiment l'événement phare et l'événement majeur des chirurgiens orthopédistes nationaux. On voit l'affiche du congrès justement à l'image. Très bien. Et donc, pour cette édition, nous avons eu quelques 800 chirurgiens orthopédistes nationaux, quelques 20 chirurgiens orthopédistes étrangers qui sont venus donc ravis de partager leur expérience avec nous. Et finalement, on a un bon niveau ou pas? Le niveau est très satisfaisant, et c'est grâce à ce genre de rencontre d'ailleurs que donc nos jeunes chirurgiens peuvent évidemment se jauger, si je puis m'exprimer comme ça, leur niveau. Et puis la SACOT a aussi des partenariats avec des sociétés savantes étrangères. Et on ne fait pas que des congrès. Donc grâce à ces partenariats, on envoie beaucoup de jeunes donc faire des stages de perfectionnement donc à l'étranger. Nous avons par exemple envoyé cette année les 3 meilleurs lauréats du congrès de 2021. C'est des gens qui font des communications et donc les 3 meilleures communications donc ont été primées de la sorte. Et là, nous allons envoyer incessamment le major de promo donc du dernier examen donc de médecine spécialité. Oui. On a compris de toutes les manières que ça ne chôme pas à la SACOT. Alors globalement, docteur Larkem, la chirurgie orthopédique prend en charge des problèmes de mobilité, si on doit schématiser peut-être pour les gens qui nous regardent. Est-ce que, pour rester un peu dans l'évaluation, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, en Algérie, on arrive à aider les gens à reprendre une bonne mobilité? Parce que c'est ça l'objectif, généralement, de ce type de chirurgie. Et est-ce qu'on peut éviter le handicap? On y arrive pour rentrer un peu dans le vif du sujet, oui. Évidemment, notre spécialité,
elle est scindée en deux sous-spécialités. Nous faisons de l'orthopédie et de la traumatologie. Bon, l'orthopédie, c'est tout ce qui est chirurgie réparatrice froide. D'accord. Et puis la traumatologie, c'est c'est le sujet d'aujourd'hui. Absolument. C'est la chirurgie réparatrice. Donc nous. C'est la chirurgie dans l'urgence. Exactement. Qui se fait dans l'urgence, c'est une consultation prévue. Et c'est la prise en charge des blessés, soit des blessés d'accidents de la route ou bien domestiques. Et puis notre but, justement, c'est de réparer tout le tissu endommagé et de remettre debout le plus tôt possible le patient à ce qu'il retrouve justement son autonomie. Oui. Donc voilà un peu le... Oui. Alors, il y a eu pour revenir un peu sur le congrès encore une fois, on a dit que c'était une réussite parce qu'il y avait un grand nombre quand même de participants de par le monde. Et puis, il y a eu aussi la qualité des interventions et des thématiques proposées. Il y a eu le col du fémur, les problèmes de l'épaule, et puis aussi la traumatologie, qui est aujourd'hui notre sujet. Est-ce qu'on peut rappeler globalement les thématiques Oui. Alors, la SACOT a pour principe de faire chaque année ce qu'on appelle 2 tables rondes. C'est vraiment les événements phares du congrès. Et nous choisissons à chaque fois un sujet d'orthopédie, comme vient de dire mon collègue donc l'ARCAM, mais c'était l'instabilité de l'épaule chez les sportifs, mais surtout, pour rejoindre un peu le sujet d'aujourd'hui, les fractures du col chez les sujets âgés. Donc, comment les prendre en charge dans l'urgence et comment les traiter afin de les remettre debout, comme vous venez de le dire. Nous sommes vraiment les chirurgiens de la fonction. Donc, dans ce cadre-là, il faut remettre donc debout le plus rapidement possible, avec efficacité et célérité, donc le patient. Et dans ce cadre-là, donc nous mettons en place en règle générale donc des prothèses totales donc de hanches qui permettent donc au patient de marcher dans les 48 heures après sa chirurgie. Oui. Alors pour rester dans le sujet du jour, finalement, on parle beaucoup des accidents de la circulation, on parle du nombre de morts qui est juste effarant. Aujourd'hui, on parle d'hécatombes sur nos routes. Est-ce que finalement, au fil du temps, aujourd'hui on est en 2023, les efforts de pédagogie qu'on est en train de faire ont porté leurs fruits? On a moins d'accidents qu'il y a 10 ans ou 20 ans? Alors, la pédagogie est très importante. D'accord. Alors, la pédagogie, c'est la première chose qui doit venir en premier plan. Cette pédagogie, elle doit être exercée par qui? Par les associations, par les médias. Nous aussi, on peut aider, d'accord, à sensibiliser à ce qu'il y ait moins d'accidents. Il y a d'ailleurs des associations qui militent dans ce domaine. Il y a la mosquée aussi, d'accord. Donc il y a la société civile en général aussi qui peut rentrer en jeu. La pédagogie, je pense que c'est le... Et en termes de chiffres, docteur Larcam? Alors, en termes de chiffres, bon, les chiffres sont un peu... Mais d'après ce que j'ai vu, c'est vrai qu'apparemment en 2020, ce fut une année où il y a eu moins de morts. D'accord. D'accord. Ça a un peu augmenté, mais si on voit les chiffres des années 90, de la fin des années 90 où on est monté à 4000 morts. C'est vraiment effarant. C'est-à-dire qu'il y a une légère baisse finalement, on constate une légère baisse. Il y a eu une légère baisse, mais cette baisse est importante. Elle est importante parce que si ça fait... c'est une économie de vie et de... D'autant plus, puisque vous parlez justement de l'économie, ou d'une manière générale, même des traumatismes familiaux ou humains, on parle aujourd'hui de la tranche d'âge qui est touchée le plus par les accidents de la circulation. Ce sont les 21 à 30 ans, suivis des 31 à 40 ans. Ce sont ceux-là qui sont impliqués dans les accidents de la circulation. C'est dire que c'est une population jeune et une population active. Exact. C'est un drame. C'est un drame, effectivement, et puis il faut toujours revenir à l'impact. Un impact d'abord coût, donc de la prise en charge de ces patients, et puis un impact coût aussi d'un point de vue travail. C'est des gens donc, qui restent en arrêt de travail pendant des mois. Parfois, ils ne peuvent même pas reprendre leur travail. C'est plus difficile aussi, docteur Zmouri, si vous permettez, c'est plus difficile pour une personne quand même qui a 20 ans de rester sur un fauteuil roulant. On va donner la parole justement à Rachida pour en parler. Surtout. Les gens qui sont très actifs, c'est très difficile à accepter aussi. C'est très difficile. Voilà. Non, c'est un drame. Oui, justement, vous me tendez la perche. Rachida, je le disais au tout début de cette émission, vous avez survécu à un accident mortel. Oui. C'était en 2021.
le conducteur qui était avec vous est décédé, pour dire que c'est un autre drame également. C'est un choc, Vous avez oui. perdu une jambe, votre jambe gauche. Comment vous vivez aujourd'hui avec le handicap, justement, vous qui avez toujours été très active? Oui, j'étais très active. J'étais surveillante à l'hôpital de Zeralda. Donc, je faisais beaucoup de gardes, j'étais très active, on aidait beaucoup les malades. Donc, après, je me suis retrouvée moi-même malade. Donc, psychologiquement, c'est pas facile, mais alhamdoulilah, quand même, je suis en vie. Je suis en vie. Et il faut qu'on accepte. Bon, c'est Ça n'a pas été facile. Oh non, non, pas du tout. C'est très difficile d'accepter, mais on n'a pas le choix. Donc, notre devoir, c'est d'être courageux. Et puis, il faut avoir un peu de volonté. Et c'est pas facile, hein, parce que psychologiquement, ça Vous êtes baisse passé- complètement on le va en moral. parler. Hein. Oui, on va en parler tout à l'heure. Oui, oui, ok. Certainement, vous êtes passé par des moments très difficiles. Oui, oui. Vous avez été presque en dépression. Qu'est-ce qui vous a aidé finalement à remonter la pente? Bon, ce qui m'a aidé surtout, c'était parce que j'étais très active. Quand on travaille en plus dans un hôpital, c'est encore plus compliqué d'accepter. Parce qu'on aide toujours les malades, on soigne les malades et tout. Donc c'est un autre. Vous êtes retrouvé dans l'inverse, dans le rôle inverse. Voilà, le rôle inverse, c'est tout le monde qui s'occupait de moi. Et puis bon, il y a eu mes collègues qui m'ont beaucoup soutenu moralement. Et puis les amis à mon père et tout. Et surtout, j'ai rencontré cette grande dame, Madame Selima Souakri, parce que là, j'étais complètement déprimée, parce que là, il faut que je vous dise, je vais m'exprimer un peu, ça va être Bien un sûr, peu dur. c'est le but de votre présence. Oui, oui, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Je me suis sentie une personne qui pouvait plus exister. Pour moi, j'avais plus de but. Khlas, pour moi, je me suis dit, ça y est, il y a plus, j'ai plus d'avenir, effectivement. Et comme j'ai aidé beaucoup les gens, maintenant je me retrouve sur une chaise roulante. En plus, ce qui est merveilleux, mon rêve c'était de m'asseoir, parce que j'étais alitée pendant 8 mois, et mon rêve a été exaucé, parce que quand même c'est un plus, c'est que je m'assois, voilà, je suis assise. Et maintenant il reste ce combat, c'est un combat. Vous mettre sur vos pieds. Mettre debout, ça va être un peu encore difficile. Les gens ne comprennent pas que c'est pas nous qui voulons ne pas nous mettre debout. Voilà, Oui, c'est à absolument. vous, je vous donne la parole. Oui. Non, je voulais en fait revenir justement de votre travail. Vous avez parlé de Selima Souakri et de l'association d'aide aux personnes démunies. Ah oui, oui, oui. C'est ça en fait en réalité qui vous a aidé un peu à remonter la pente, parce qu'aujourd'hui vous vous sentez utile, c'est ça? Ah oui, oui, c'est grâce. Bon, il y a Qadat Rabbi, Inch'Allah, alhamdoulilah, et grâce à elle, parce que elle m'a donné l'espoir de revivre, c'est-à-dire parce que là j'étais complètement, je faisais que pleurer. Moi je vais vous dire, c'est plus un sujet tabou pour moi, je faisais que pleurer, j'étais dans la déprime et tout. J'ai pensé même à des choses inimaginables, parce que quand on se retrouve comme ça, et seul, ce n'est pas facile, hein, seul. Bon, il y avait beaucoup de gens qui m'aidaient, d'entourage et tout, mais c'est pas facile. Et c'est elle m'a tenu la main, elle m'a aidé psychologiquement, elle m'a dit non, tu peux continuer vers l'avant, tu peux te mettre debout, c'est à toi d'être courageuse et je vais t'aider. Et puis comme elle m'a vu, quand j'étais dans la santé, je m'excuse peut-être, je voulais la parole, mais quand j'étais dans la santé et tout, elle m'a donné l'occasion, c'est une occasion d'aider les gens, comme si que j'étais à l'hôpital. Absolument. Dans les actes bénévoles. Oui, absolument. Et c'est vraiment grâce à elle, c'est une grande dame, hein, vraiment, hein, vraiment une grande dame. Hein. On a compris finalement que c'est en se sentant utile que Rachida a remonté la pente. Je suis membre maintenant. Je vais vous inviter justement à regarder un reportage qui revient sur la prise en charge justement des accidentés. Notre reporter a fait une immersion dans le service de traumatologie de l'hôpital de Douira. C'est un reportage signé Hamid Rbouh. Regardez. Après un accident de la route, l'hôpital est le plus souvent la première étape de la prise en charge des victimes. Arrivé à l'hôpital sans avoir été examiné au préalable, le blessé est pris en charge en premier recours
au niveau d'un service d'urgence médico-chirurgicale. La première étape est de poser un diagnostic grâce à la réalisation d'examens d'imagerie. Une fois le diagnostic posé, un traitement médical ou un traitement chirurgical sera conduit. La pose du plâtre et la chirurgie sont les principaux recours pour le traitement des traumatismes liés aux accidents de la route. En ce qui concerne l'acheminement des accidentés, ils atterrissent tous au niveau du pavillon des urgences où il y a un petit bloc d'urgence. Donc le patient, l'accidenté, reçoit les soins d'urgence et il est opéré quand il s'agit des petites fractures des membres distales, donc au niveau de la main, des dos de l'avant-bras et tout ce qui est jambes et pieds. Les blessés graves sont évacués vers le service de chirurgie orthopédique. Ils sont encadrés par un staff médical où tous les moyens nécessaires sont mobilisés. Selon le type d'accident, la chirurgie orthopédique est une solution pour tenter d'améliorer l'handicap du blessé. Mais tout ce qui est un peu plus ou moins grave et sérieux, ils sont systématiquement transférés au niveau du bloc central où il y a plus de moyens humains et de matériel à ce niveau. Selon bien sûr la gravité des lésions, il reste 2-3 jours, maximum 3-4 jours avant de sortir soit à la maison ou dans un service de rééducation. Essentielle au bon fonctionnement de l'hôpital, cette spécialité souffre d'une pénurie d'équipements d'imagerie spécialisés. الشوك في التيبيا في التيبيا قسمة لي تيبيا داروا لي امبروش على ربي كلش تهلاو مي كاينه حاجه برك شويه لي راديو لي كليشي ما كاش طولنا ما كاش كليشي ما كاش. Alors le véritable problème que vit l'hôpital de Douira par rapport à la prise en charge des accidentés, c'est l'absence d'un service de neurochirurgie et d'imagerie performant. Et on est obligé malheureusement parfois de transférer les patients au CHU de Beni Messous et de Blida pour avoir les images scanographiques ou l'IRM ou avoir un avis en neurochirurgie. Pour nous, actuellement, c'est pratiquement un problème qu'on vit au quotidien. Une rééducation fait suite à une intervention chirurgicale. Le personnel soignant ne ménage aucun effort pour que les blessés reprennent une vie normale. La prise en charge des personnes ayant subi un traumatisme grave pose parfois de nombreux défis. Pour les relever, il faut pouvoir compter sur un travail d'équipe. Alors voilà, on vient de voir un reportage sur la prise en charge des victimes des accidents de la circulation. C'est un hôpital dans lequel vous avez séjourné, hein, Rachida? Oui, à Douala. Oui. Vous en gardez quel souvenir? Quand même, je suis arrivée dans un état très grave en urgence et ils m'ont bien prise en charge. J'étais au service de réanimation. J'ai fait un hématome, j'ai fait une fracture ouverte. Donc, mais ils m'ont pris en charge au PU de Douala, les urgences PU les urgences. Donc, quand même, je garde un petit peu mauvais souvenir. Bah, ça a été dur, hein, c'est normal. Ça a été dur, très très dur. Oui, oui. Oui. C'était pas une période agréable. On m'a fait une PLP et tout. Oui. Voilà. Alors on a vu un peu le manque de moyens, hein, qui a été soulevé par les malades, mais aussi par les médecins. Vous me disiez avant de l'enregistrement de cette émission, justement, Dr Zmouri, qu'aujourd'hui il faudrait qu'on se dirige justement vers des hôpitaux peut-être spécialisés. Oui, la prise en charge quand même d'un polyfracturé ou encore plus grave, d'un polytraumatisé. Absolument. C'est une prise en charge quand même qui est spécifique, spéciale, parce qu'on doit faire vite et bien. Donc on doit avoir les moyens et on doit avoir des équipes rodées à ce genre de prise en charge. Je veux dire, quelqu'un qui fait beaucoup d'orthopédie ne peut pas être aussi efficace que quelqu'un qui est urgentiste. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des trauma centers.
Ça serait l'idéal parce que dans ce cas-là, la prise en charge serait multidisciplinaire. Donc il faudrait, comme vient de nous dire notre collègue professeur Benzemaran, donc il disait qu'il aurait souhaité avoir un service de neurochirurgie. Donc dans un hôpital où on doit prendre en charge un polyfracturé ou un polytraumatisé, on doit avoir un réanimateur, un chirurgien orthopédiste, un viscéraliste, et on doit avoir un neurochirurgien. Sinon, on va au-devant de graves problèmes. Vous avez quelqu'un qui a une fracture du fémur, et à côté de là, il a un hématome au niveau du cerveau. Donc il faut que les deux chirurgiens, collègues, interviennent en même temps ou l'un après l'autre. Donc la prise en charge, sincèrement, elle est multidisciplinaire. Et si on ne va pas vers ça, on ne pourra pas être efficace. Vous pensez que c'est faisable, docteur Larkham? Bien sûr, c'est faisable, mais je voudrais rebondir sur une chose, c'est que la prise en charge préhospitalière aussi, elle est très importante, c'est-à-dire sur le lieu de l'accident. La stabilisation de... Exactement, c'est-à-dire sur le lieu de l'accident, le travail à faire, c'est de vérifier les fonctions vitales, essentiellement la fonction respiratoire, et ensuite stabiliser les fractures et lutter contre la douleur. Et ensuite... à l'hôpital, et évidemment, ça dépend du tableau qui est présenté. Quand on a un traumatisé... Est-ce qu'on peut rester encore un peu sur les premiers gestes, justement, parce que ça, c'est un point très important, même pour les gens qui nous regardent, hein. Dire déjà que c'est un devoir aux yeux de la loi. Ça, beaucoup de gens l'ignorent, de porter aide et assistance à une personne qui a fait un accident, ne serait-ce que pour appeler les secours. Bon, vous allez me dire que les Algériens le font, hein, naturellement, généralement, on s'arrête quand il y a un accident de la circulation. Ensuite, peut-être rappeler également, enfin, je profite un peu pour dire que la bande d'arrêt d'urgence n'est pas faite pour rouler, justement, mais faite plutôt pour s'arrêter quand on a un problème. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire devant un... Là, on arrive un peu au côté médical, je vous laisse parler. Si on a un blessé à côté de nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a un blessé, quand on connaît, on sait comment aborder la chose, il n'y a pas de souci. Mais quand on ne connaît pas, il vaut mieux appeler. Maintenant, il y a des numéros verts. On appelle la police, les 4 chiffres, ou bien la gendarmerie, ou bien les pompiers. Donc, en ville, nous, on a l'habitude de voir les pompiers ramener ces malades. D'accord. Quand c'est eux qui les ramènent, ça se passe toujours bien parce qu'ils sont très bien formés pour la chose. En général, généralement aussi, il y a des gens qui interviennent. Il y a des gens qui ont fait des stages de secourisme. Ils ont des notions. Donc, quand c'est ces gens-là qui interviennent, ça se passe plutôt bien. Mais, c'est-à-dire, ça se passe pas très bien. On rappelle juste que le numéro, par exemple, de la protection civile, c'est le 1021, en cas d'accident de la circulation, pour les gens qui nous regardent. Exact. Et quand c'est des gens qui ne connaissent pas, ça se passe plutôt mal. Mais on peut rappeler quand même des gestes très simples, hein, docteur, dans le sens où on peut dire, par exemple, qu'une personne qui saigne, on peut appliquer une pression, par exemple. Non, même ça, c'est à éviter pour une personne qui ne connaît pas. Quand on a une personne quand on est qui seul, saigne, par exemple, dans un endroit seul. Quand, quand on voit un saignement, la première chose à faire, c'est de mettre un garrot pour éviter la condition de se rappeler à quel moment on l'a fait, c'est ça? Il faut le mettre le plus tôt possible. En tout cas, quand on est devant un polytraumatisé, c'est une course contre la montre. Hein. C'est ça. Donc il faut faire tous les gestes nécessaires rapidement et puis le transporter dans une unité spécialisée. Absolument, pas, jamais dans sa propre voiture. Vous me tendez la perche, j'allais vous dire justement, docteur Zemouri, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement devant un accidenté? Mais pour rebondir un peu, excusez-moi, sur ce que vous disiez tout à l'heure avec Hassan Larkham, il faut connaître de véritables urgentistes. Qui soient rodés à ce genre de choses. Moi, je suis chirurgien orthopédiste, je ne vais pas le faire et je ne vais pas être aussi efficace que quelqu'un qui a l'habitude de faire cela. Et donc, il faut avoir, surtout dans le transport médicalisé, il faut que le transport soit réellement médicalisé. Quand je dis médicalisé, il faut une source d'oxygène. Si nécessaire, si on doit intuber un patient, on doit l'intuber, donc il faut qu'on ait les moyens de le faire. Si on doit transfuser, pourquoi ne pas commencer si on prend le cas des fractures ouvertes, par exemple, de jambes, commencer l'antibiothérapie déjà sur place. Il y a beaucoup de gestes qu'on peut faire sur place et pour avoir ces réflexes
et ne pas tomber dans la panique, il faut que ça soit un urgentiste. Oui, mais là, vous parlez de professionnels. Moi, je parlais plus de personnes comme Rachida, par exemple, qui s'est retrouvée seule parce qu'il faisait nuit. Ils ont fait une collision contre... On y arrive pour raconter un peu votre histoire. Voilà, je parle de ça. Vous êtes avec une personne qui est à côté de vous et qui saigne. C'est ça, c'est de cela que je parlais. Et c'est ce qu'a dit Hassan. La première chose à vérifier, c'est évidemment la respiration. Donc, du patient, il faut vérifier si... parce que parfois, quand ils perdent un peu connaissance, ils ont la langue qui se retourne et qui peut boucher donc les trachées. Il faut savoir mettre la main à l'intérieur. Il faut aussi mettre toujours le cou en extension parce qu'on libère les voies respiratoires. Et puis si on a un traumatisme du rachis, ça aide toujours à ne pas avoir éventuellement des troubles neurologiques. Maintenant, si ça saigne, ça dépend du saignement. Je veux dire, si le saignement est très important, il est très important. Hein. Si vous prenez une rupture de rate au niveau de l'abdomen, si ça doit saigner, on ne peut rien faire dans ce cas-là. Maintenant, si vous avez un saignement visible au niveau du membre inférieur ou du membre supérieur, c'est vrai que mettre un garrot, surtout appliquer une pression, ça aide toujours à nous sauver donc, de cette situation avant l'arrivée des vrais professionnels. Oui. Alors, Rachida, on revient justement, puisqu'on parle des accidents. Alors, c'était en août 2021, c'est ça? Le 25. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. C'est un peu compliqué, mais je vais vous raconter. Je sais que ce n'est pas le plus beau souvenir qu'on doit vous rappeler. Non, mais si c'est pour c'est juste peut-être un message pour aider les gens. On est là pour ça. Hein. Oui. Donc, c'était la nuit, vers les coups de 21h30. Je pense 21h30. On revenait d'un voyage de Betna. C'était le jour même. Donc, on est allé à Betna et on est revenu. Et puis je pense qu'il y avait la route discontinue, puis lui il avait cru qu'il y avait je sais pas ce qui s'est passé, parce que moi je devais être de garde le lendemain, donc je somnolais, je me réveillais, j'étais un peu épuisée. Donc avec la période du Covid, donc on était un peu épuisés. Et puis j'ai entendu, il commençait à crier, il a dit aïe 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 aïe, et puis on est rentré dans un... Il y a eu une collision contre un obstacle. Une collision dans un truc en béton. En béton, c'est sur la route. Oui. Au milieu de la route, parce que je pense qu'il est sorti de... Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, jusqu'à maintenant, je ne sais pas. C'était entre la route de Petouta, qui rentrait pour aller vers Zeralda. Absolument. Et donc lui, il est décédé. Ah oui, c'était vraiment... Bon, maintenant, j'en parle. C'est plus un sujet tabou pour moi, parce qu'avant, quand j'en parlais, j'étais très, très, très traumatisée. Il était en train d'agoniser devant moi et moi, la ceinture de sécurité ne pouvait pas s'ouvrir. Donc j'ai essayé d'ouvrir la ceinture de sécurité comme j'avais fait un grand hématome. Je ne pouvais pas le voir et puis mon poignet, on me dit luxation, je sais, couloir du chirol, mais je ne pouvais pas. Donc j'étais complètement... Et puis bloqué. La ceinture se serrait encore plus et puis ça m'étranglait et ça me serrait. Je ne pouvais plus respirer. Et en plus, lui, il agonisait devant moi. Donc, je vous assure que c'est traumatisant, surtout que je suis dans la santé. Oui. Donc, j'aurais pu faire des gestes. Personne mourir, et puis, horrible. En plus, mon pied, enfin, ma cheville était complètement... l'os était complètement à l'extérieur. Et quand j'ai vu ça, j'ai lâché. Je vous dis la vérité. Je partais, je revenais, je partais, je revenais. Et quand j'ai réussi à ouvrir la ceinture de sécurité, entre-temps, il y avait des jeunes derrière nous... qui sont venus et ils ont cru qu'on était morts parce que c'était un accident vraiment mortel. Ils ont forcé la porte parce que c'était très difficile, vraiment. Hein. Oui. Et ils ont dit qu'ils sont morts, après ils ont vu que je bougeais. Donc, et ce que vous avez dit, c'est très important. Ils ont essayé de me faire sortir et il ne fallait pas parce que ma jambe était complètement arrachée. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais essayer de transporter un malade. Voilà, c'est un sujet très important. Là, je donne le message... aux jeunes, à toutes les personnes qui trouvent des accidentés, n'essayez pas de sortir les personnes, malgré que vous voulez essayer de les aider, il y a une technique de transporter un blessé. Vous pouvez aggraver la situation et peut-être même tuer cette victime. Alors vous avez survécu à un accident mortel, vous le disiez tout à l'heure, hein, vous estimez que vous êtes revenu de loin. Comment vous étiez après l'accident? Alors physiquement déjà c'était un traumatisme, mais il y a aussi le traumatisme mental aussi. Oui, j'ai beaucoup souffert. Je vous ai dit, c'est très difficile.
j'arrive maintenant, j'accepte et des fois je rechute, hein, je suis franche, hein, parce que c'est pas facile d'accepter, c'est récent. Vous disiez en fait que vous étiez la cause de son décès, c'est ça? Voilà, je me suis un peu culpabilisée, mais il y a le qada wa qadar, l'ajl. Mais quand on ressent une petite culpabilité, pour moi c'était une grande culpabilité parce que je devais accompagner une personne à Betna, c'était en même temps il était clandestin. Oui. Il m'a rendu un service, il m'a fait un bon prix et il a l'habitude de faire des trajets. Oui. Donc vous disiez que c'était à cause On est de presque vous. arrivé, on est presque arrivé. On était presque arrivé. C'est pour ça que je suis complètement. C'est une mektoub, vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souffrez encore de cet accident en fait, physiquement, ça vous a coûté quand même une jambe, ce qui n'est pas rien, mais vous essayez quand même de combattre tout cela, vous essayez de vous mettre debout. Mentalement, est-ce que vous avez encore, est-ce que vous souffrez encore mentalement? Est-ce que vous faites par exemple, vous rêvez de cet accident? Est-ce que vous pleurez encore? Est-ce que vous avez des angoisses? Comment ça se passe aujourd'hui? Et est-ce que vous avez suivi une thérapie aussi? Oui, à l'hôpital, j'ai eu des psychologues. En plus, j'ai une amie qui comme je suis collègue, je vous ai dit, j'étais très, très, très bien prise en charge. Parce que Vous avez travaillé longtemps dans le médical aussi. 37 ans dans la santé. Et puis, j'étais surveillante d'hôpital les derniers temps. Donc, tout le monde s'est occupé, tous mes directeurs, vraiment. Mais, je les remercie. Les personnels, mes collègues m'ont beaucoup aidé psychologiquement et physiquement. Ils m'ont beaucoup aidé parce que je ne pouvais pas accéder à mon appartement qui est au 5e étage. Oui, ça, et c'est un sujet très important. Et donc, ils m'ont beaucoup aidé. On va y revenir. Alors, si vous permettez, docteur, j'aimerais vous faire réagir sur quelque chose que, à mon avis, qui est très important dont Rachida a parlé, c'était la somnolence. Elle a dit qu'ils somnolaient, qu'ils sont partis à Betna le jour même et ils sont revenus. C'est peut-être pas la cause, après tout, comme disait il y a aussi le mektoub, mais c'est un élément qui revient très souvent et c'est un facteur de risque très important dans les accidents de la circulation. Et donc, si on revient aux causes, donc elles sont claires, c'est la vitesse, la perte de la vigilance, qui peut être due à la prise médicamenteuse, l'alcool, la conduite sous les psychotropes et tout ça. Et puis la fatigue. Et le téléphone. Et le téléphone, évidemment. Donc, ce sont les causes fréquentes. Mais moi, ce n'était pas la cause. C'est vrai qu'il est déconseillé de conduire pendant la nuit, surtout non, sur parce le que la nuit, voyage. la sécurité. La fatigue, la somnolence, il est déconseillé parce qu'on se retrouve avec des drames comme celui qu'a vécu notre ami Rachida. Mais en tous les cas, je lui rends hommage parce qu'il n'est pas évident, il est très difficile de remonter. Et très difficile d'en parler déjà. D'en parler exactement. J'ai les larmes aux yeux, mais je suis courageuse. Et de remonter la pente, surtout qu'on a fait un petit brin de Cosette tout à l'heure. Et sincèrement, bravo. Oui. Alors pour revenir un peu sur les causes des accidents, on parle des 3/4 des accidents graves, ils surviennent chez les hommes. Alors vous allez me confirmer ou pas. On parle aussi de 90% qui sont liés au facteur humain. Vous avez parlé de la vitesse. On parle de 37% de rencontres d'un obstacle, comme le cas de votre accident. 28% à peu près ou 30% prise d'alcool ou de drogue. 9% ce sont des problèmes médicaux, les personnes par exemple qui ont du diabète ou de l'épilepsie. Et puis on parle également de l'endormissement, la syncope. Et il y a aussi ce chiffre qui est très important à mon avis, 20% des personnes tuées sur les routes sont des motards. Oui, voilà. Alors, je vais vous dire, la première cause, on a dit que c'était la vitesse. C'est dû aux voitures et tout ça, d'accord, les 4 roues. La deuxième cause, c'est pas les camions, ce sont les motocycles. Oui. C'est nouveau. Depuis une dizaine d'années, dans notre pays, on voit de plus en plus ces personnes sur moto venir à l'hôpital pour des traumatismes, des fois très graves. Ouais. Ça, c'est un phénomène qui est un peu nouveau. Et la troisième catégorie, c'est les camions. Oui. D'accord, donc ça vient quand même en deuxième. Mais pour rebondir sur Oui, allez-y. Pour rebondir sur les motos, c'est vrai qu'avec l'augmentation du parc, on n'avait pas autant de motos il y a une dizaine d'années. Le souci, c'est que d'abord, on voit souvent des conducteurs donc, de motos
sans ce qu'il faut, sans le casque, C'est-à-dire la protection. oui, sans les chaussures adaptées, sans les gants adaptés. Et parfois, moi, je suis étonné C'est qu'ils jeune, puissent rouler sans ça et qu'on puisse pas les arrêter et les verbaliser, parce que dans un premier temps, c'est pour leur bien et rien que pour leur bien. Et il est vrai que les accidents, quand ils surviennent, alors soit ils sont très graves, soit ils sont mortels. Oui. Pour en avoir pris en charge, on va dire pas mal. Souvent, moi, je les reçois, pas dans le cadre de l'urgence, parce que je suis dans la pratique libérale, mais je les reçois par contre avec des séquelles. Et d'abord, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir les remettre sur pied. Et parfois, on ne peut rien leur proposer quand ils ont des fractures articulaires où l'articulation est totalement détruite. Il n'y a pas grand-chose à faire, d'autant plus que c'est dramatique, d'autant plus que ça survient, comme vous venez de le dire, chez des gens qui sont jeunes, actifs. Donc c'est vraiment un nouveau phénomène et les accidents, les blessés sont beaucoup plus difficiles à prendre en charge parce que les traumatismes sont graves en raison de la vélocité Ce qui de veut dire que l'accident. quand même on n'est pas protégé comme dans une voiture, hein. Il n'y a pas de carrosserie, il n'y a pas d'airbag, voilà, donc c'est compliqué. Il faut rappeler encore une fois que le casque est obligatoire, hein. Vous avez parlé de verbalisation Et justement. c'est beaucoup de jeunes, hein. C'est des jeunes, parce qu'en tant que surveillante, on recevait beaucoup de jeunes. Et justement, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que les accidentés, la moyenne c'est 20-40. Pour les motos, les conducteurs motos, c'est 18-30. C'est ça. La moyenne. Moi, je me souviens d'ailleurs de deux frères qui étaient sur une moto, qui n'étaient pas protégés et qu'on nous a ramenés au pavillon des urgences, tous les deux polytraumatisés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient traumatisme crânien tous les deux et de multiples fractures. Donc c'est le coma. Et puis après, malheureusement, ils n'ont pas survécu à leur traumatisme. Et surtout, il y a un point important, le transport des enfants à l'arrière. Des petits enfants, de très bas âge, et il n'y a aucune protection pour ces enfants, Non, et mais puis ça- c'est des accidents Mais ça, mortels. c'est l'inconscience des parents. Ah oui, oui, C'est c'est ça, absolument. l'inconscience. Ça, c'est encore plus grave. Alors, si on peut revenir globalement sur les accidents de la route, hein, docteur Zmouri, est-ce qu'on a aujourd'hui une idée sur la part des personnes, justement, parce que vous dites qu'aujourd'hui, on a tendance à voir peut-être des cas plus graves avec les motos notamment, et les deux roues d'une manière plus générale. Est-ce qu'on connaît la part des personnes, par exemple, qui subissent une chirurgie ou les personnes qui peuvent finir handicapées? En termes statistiques, Oui. on a- Globalement, comme ça, dans votre pratique, par Oui. exemple. parce que globalement, c'est des traumatismes ouverts, hein, en règle générale. Et parfois, en plus du caractère ouvert de la Sur fracture, l'ensemble des accidentés de la circulation, à moto et... oui, sur l'ensemble par exemple, on a combien Moto. de personnes qui vont faire une chirurgie et combien de personnes qui peuvent finir handicapées? Moi, je dirais plus de la moitié finissent avec de la chirurgie, parce que souvent, ce sont des traumatismes violents. Vous avez des voitures qui roulent à vive allure, vous avez des motos qui roulent aussi à vive allure. Sincèrement, si je dois prendre, je dirais, sans accident, hein, moto et auto confondus, je dirais plus de la moitié se font opérer et sont au bloc opératoire. Après, dans ce groupe-là de gens opérés, combien vont-ils en sortir après leur première chirurgie et combien vont avoir des complications? C'est au moins un tiers des personnes qui vont avoir des complications qui vont être résolues sur plusieurs années ou pas du tout résolues parfois, malheureusement. Alors, Rachida, vous aussi, hein, vous avez subi bien sûr une chirurgie. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé, votre parcours de soins. C'est un peu Alors, au difficile. départ, on vous a posé un plâtre, c'est ça? Oui, un plâtre. Bon, c'est un plâtre avec. D'abord, au début, en réanimation, c'était une attelle. Une attelle parce que. Mais Rachida, excuse-moi, tu as eu une fracture ouverte. Oui. D'accord. Donc la peau était ouverte. Ils ont suturé, ils ont tout suturé. D'accord. Et on voyait les os, quoi. C'était une fracture ouverte. Mais elle avait un hémopéritoine, je crois. Ah oui, j'avais un problème. J'ai fait une hématomie, mais Ça, c'est la ceinture de sécurité, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Ouais. Non, mais il n'y avait pas d'hémorragie interne, non? Ils m'ont dit stade 1 au D'accord. niveau de la Donc, radio. c'était pas chirurgical. D'après eux, hein, ce que. Alors, on revient sur le Oui, j'avais un parcours de abdomen soins. très distancié. Distendu. Oui, distendu. Alors, on revient sur le parcours de soins, si vous permettez, parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Oui, oui, oui. Et on risque de ne pas poser les questions qui nous restent. Oui, allez-y. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. Donc, c'est une souffrance. C'est une souffrance parce que
Quand j'étais en réanimation, il y avait les orthopédistes, les chirurgiens, c'était très bien pris en charge, réanimation de chirurgie. Et quand je suis sortie, c'est là qu'il y a eu des complications. Comme je vous ai dit, je suis au 5e étage. On m'a pris quand même en charge là où je travaille en tant que collègue. Ils m'ont gardé là-bas, ils me faisaient les pansements et tout. Et puis après, il y a eu le plâtre Vous a blessé? m'a irrité. Bon, il y avait une fenêtre quand même. Mais l'irritation a fait une rougeur. Et je pense que je ne sais pas si c'est une allergie ou une réaction. De toute façon, j'ai fait un problème. Et je leur disais que mon pied, ça ne va pas du tout là-dedans. Il faut prendre, voilà, là c'est important ce que je vais vous dire. Il faut prendre toujours au sérieux le patient quand c'est important. Je parle devant des collègues, je me permets, c'est des collègues en même temps, en tant que patiente et collègue. Il est très important de prendre en considération les paroles du patient. Absolument. Allège, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des apports psychologiques, je suis elfchoche et tout, mais des fois c'est sérieux. Et c'est ce qui a donné ma complication. Parce que j'avais des douleurs atroces et puis je pouvais pas, c'était impossible. L'os, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est ça. Vous aviez des douleurs aussi, hein. Ça, et attention, quand on m'a enlevé le plâtre, là on faisait les soins radar, on m'a rendu un service parce que normalement il ne fallait pas toucher le plâtre, il fallait l'enlever à Douera. C'était infecté. J'étais infecté. J'étais brûlure, des cloques partout. Non, mais c'était affreux. J'ai les images. Hein. C'est affreux. Et là, après, ils étaient choqués. Que c'est quoi? Je leur ai dit, voilà. Je vous ai dit que j'étais pas bien. Mais les médecins Zerada, ils m'ont pris au sérieux. Mais ils ne pouvaient pas toucher le plâtre. Parce que ça n'a rien à voir. Normalement, je devais être à la maison. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous a conseillé? Après, ils ont enlevé le plâtre. C'était les soins. Si c'est infecté, c'est infecté. Puis j'ai appelé je me permets de le dire, au niveau du ministère des Moudjahidines, c'est le ministre des Moudjahidines, que je remercie aussi, qui m'a fait évacuer vers Rinaja. Le professeur Lazare m'a pris en charge. Ça a réussi. Et quand je suis partie à la maison, j'ai rechuté. Et il y avait le Covid, je ne pouvais pas, 5e étage, impossible de redescendre. Alors, au bout de combien de temps on vous a annoncé qu'il fallait vous amputer? Oh non, une année après, hein. Une année après, parce que Goutle Karina ça a réussi. Professeur Lazare, qui est un grand professeur que je remercie aussi, avec son équipe. Et quand je suis allée à la maison, comme j'étais au 5e étage, j'ai raté 2 rendez-vous. C'est de ma faute, je reconnais. Parce que c'est impossible, 5e étage, pour qu'on vous transporte, on vous descende et on vous remonte. C'est très difficile. Donc après, ils m'ont évacué. Comment vous avez vécu, Rachida, si vous permettez, comment vous avez vécu le moment où on vous a annoncé qu'il fallait vous amputer d'une jambe? Ça, c'est horrible. La question-là, elle est un peu délicate. Est-ce que vous vous en doutiez un peu? Parce que vous avez quand même vu que votre jambe n'allait pas bien. J'ai souffert. Vous êtes resté quand même presque une année avec une infection que vous avez traînée et des soins. C'est des sepsis, voilà. des fistules. Alors, quand on vous a annoncé qu'on allait vous enlever votre jambe, comment vous avez réagi? Bon, d'abord, au début, c'était pas prévu. On m'a fait une intervention. C'était prévu de faire un fixateur externe pour les sepsis. Voilà, les orthopédistes sont au courant. Et le choc, il était, quand on m'a mis au bloc, c'était dans le but de faire une intervention, de nettoyer l'infection et tout. L'enlever le pus, il y avait beaucoup de pus, hachacom et tout. Et dès que je me réveille, je trouve des professeurs devant moi. Ils ont fermé la porte. J'ai senti, il n'y avait pas de fixateur. Oui, parce qu'on allait annoncer comme j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ils ont fermé la porte. J'ai paniqué. Ils étaient très gentils, Maïa. Hein. C'est des grands profs à Bouchaoui, que je remercie. On m'a dit, madame, on va vous annoncer une nouvelle. Préparez-vous. Psychologiquement, on va vous dire quelque chose. Est-ce que le cataracte, ils m'ont bien expliqué. Bon, je venais de me réveiller un peu le lendemain, j'étais fatiguée et tout. Quand ils ont bien expliqué, Kaloulé, si on vous fait un fixateur externe, ça va durer très longtemps et ça ne va pas réussir parce que le cataracte, tout était nécrosé. Il y avait une nécrose totale à l'intérieur. Et je leur avais dit que j'étais pas bien. Je le savais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut écouter le patient. Et après, il m'a dit, sinon, c'est l'amputation.
Sur le coup, j'ai commencé à pleurer. C'est normal. Hein. Non, mais Je pense que c'est légitime. Bien sûr. J'ai un peu pété les plombs, c'est normal. Et après, il m'a expliqué. Il m'a dit, c'est à vous d'accepter ou de ne pas. C'était très gentil de leur part. Ils m'ont donné le choix. Bien sûr, bien sûr. Ils m'ont donné le choix et un bon temps. Et bien, je vous assure, 2 jours, j'ai vu les souffrances et j'ai vu ma jambe qui était complètement enflée. Puis je me suis dit, je vais ressouffrir encore 1 an. Non, c'est bon. 2 jours, j'ai donné l'autorisation. J'accepte. Alors, docteur, quand on voit le cas un peu de Rachida, je ne sais pas si c'est un cas fréquent, hein, parce que vous avez parlé tout à l'heure quand même des fractures ouvertes suite à des traumatismes dans les accidents de la circulation. Mais quand on la voit aujourd'hui, peut-être les gens qui nous regardent, la question qu'on se pose, quelles sont les chances aujourd'hui de Rachida de se remettre sur ses pieds? Non, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des services de rééducation qui peuvent la remettre sur pied, et puis surtout, mais ça c'est un détail. Ça prend du temps, ça prend du temps évidemment, et puis chaque cas est un cas. On ne peut pas généraliser, se dire tiens, pour telle pathologie, on a tel délai pour remettre un médecin qui me comprend. Pour remettre sur pied un malade. Parce qu'on oublie un aspect, et je suis en train d'écouter attentivement Rachida, on oublie l'aspect psychologique du patient. Quelqu'un qui, comme vous disiez tout à l'heure, qui a une vie normale et puis qui du jour au lendemain se retrouve sans pied. Et j'ai moi le souvenir d'un patient que je salue, hein, d'ailleurs s'il est en train de regarder l'émission, c'était un handballeur de 20 ans, vous imaginez, dans un grand club d'Alger, et qui se retrouvait suite à un accident de la circulation, avec une amputation donc du pied. Oui. Et je me rappelle je gérais plus l'aspect psychologique que l'aspect purement orthopédique. Donc il faut tenir compte de cet aspect-là, parce qu'on est dans le malade peut accepter certaines choses. Maintenant, sur le plan de l'évolution de la maladie, c'est évident que parfois on peut pas faire de miracle. Je veux dire, l'évolution est là. Aussi, les conditions. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, excusez-moi, on parlait tout à l'heure de la célérité de la prise en charge des fractures ouvertes. Je veux dire, là, elle a été apparemment donc bien prise en charge au niveau donc de la structure hospitalière. Il semblerait que ce soit une complication liée au plâtre, si j'ai bien compris. Plâtre à la résine. Oui, la résine, très bien. Et dans ce cas-là, évidemment, on peut aboutir à ces évolutions-là. Prendre en charge rapidement et de manière très efficace le malade dans les premières heures de l'accident, c'est vraiment le secret de la bonne évolution. C'est toujours juste une parenthèse pour dire que nul n'est à l'abri. Vous avez parlé justement de ce handballeur. On voit le cas de Rachida qui était une personne très active. Pour dire que nul n'est à l'abri d'un accident de la circulation. C'est pour ça qu'il faut être doublement vigilant. La question qui me vient aussi à l'esprit, en quoi consiste finalement la prise en charge, le parcours de soins? On en parlait maintenant avec Rachida. Dans votre service par exemple, comment résume-t-on la prise en charge d'un accident de la route? Eh bien, chaque cas est un cas. Donc ça dépend le tableau avec lequel se présente le malade. Oui. Donc il n'y a pas de... Mais enfin, la première chose, quand on a un accident de la voie publique, c'est un peu d'essayer de tirer le patient, c'est-à-dire de lutter contre tous les problèmes qui peuvent... il y a un pronostic vital. Voilà, il y a un pronostic vital à préserver. Oui. Donc la première chose, c'est de lutter contre le choc, par exemple, le choc hypovolimique, essayer de voir s'il n'y a pas un problème respiratoire. Donc c'est les fonctions vitales qui sont importantes au premier. Oui. Nous, en tant que traumatologues, nous venons en deuxième plan. D'accord ? C'est ça. Donc si le patient vient dans le cadre d'un poli traumatisé, donc le pronostic vital est quand même engagé, parce que ces malades ont au moins 2 lésions graves, et dont l'une peut engager le pronostic vital. Oui. Donc on tire le patient de ce qui est dangereux, c'est-à-dire du décès. On essaye de lutter contre ces fonctions qui peuvent le tuer. Et puis ensuite on s'occupe des lésions moins graves. Donc, mais il nous arrive déjà d'avoir... Je voudrais aussi préciser que la fracture, elle peut tuer.
D'accord. Je vais donner un exemple. Vous avez une fracture du fémur. J'allais C'est une déperdition sanguine d'1 litre déjà. Et si vous avez une deuxième fracture, donc vous voyez un peu, on a une deuxième déperdition. Donc vous avez quand même une chute de la tension, donc une hypovolémie. Et dans ce cadre-là, si on a plusieurs fractures, surtout au niveau des isolants, on peut avoir une complication qui est redoutable, qu'on appelle l'embolie graisseuse. Et quand on a ce syndrome-là, qui regroupe plusieurs facteurs, quand vous avez... on a un quart des patients qui peuvent décéder. Donc, il ne faut pas croire que la fracture, c'est banal. Non, c'est important. C'est pas banal. Ça fait partie en plus de ça, j'imagine, des blessures ou des lésions qu'on voit très souvent dans la traumatologie. Exactement. Donc, et puis c'est encore plus grave quand on a affaire à des fractures ouvertes, comme la dame. Ça peut se compliquer des fois par une gangrène gazeuse. Et puis, comme vous avez vu, des fois, la sanction, c'est l'amputation. Donc, c'est le pronostic vital et fonctionnel du membre qui est... D'accord. Mais enfin, quand on a des fractures, il ne faut pas croire que c'est simple. C'est aussi simple que ça. Des fois, ça peut amener à des tableaux vraiment très graves. Oui. Docteur Zemouri, justement, on a vu dans le cas de Rachida que l'amputation est arrivée plus tard, bien plus tard que l'accident. Est-ce qu'on a une idée du pronostic au tout début, justement, quand on voit le patient déjà à l'admission? Est-ce qu'on a déjà une idée du pronostic? Écoutez, nous, on a beaucoup opéré des patients. C'est peut-être un autre mécanisme que l'accident de circulation, mais pendant les quelques années que nous avons vécues, on a reçu beaucoup de patients avec ces fractures ouvertes. Je vous dis, quand les gens sont pris en charge dans les heures qui suivent, en général c'est dans les 6 heures, 8 heures, en général, on a un bon pronostic, sincèrement. Parce qu'après, même si l'évolution se fait vers par exemple une cheville, Rachida, dans ce cas, c'est une fracture de la cheville. Je suis resté longtemps avec la fracture ouverte. Je pense que c'est un facteur. Avant d'arriver. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai une fracture ouverte qui cicatrise. Le pronostic vital du membre, il est préservé. Mais si demain, j'ai des lésions liées à la fracture qui font que la patiente n'a pas une mobilité normale, par exemple. Mais demain, elle peut marcher. Rachida aurait aimé avoir une cheville qui lui permette de se mettre debout et marcher, même si elle doit boiter et marcher avec une canne. Si on devait lui demander, je pense que ça serait sa réponse. Et donc, sur ce cas-là, vraiment, la sanction de l'amputation, c'est le stade ultime pour les chirurgiens orthopédistes. Et là, les collègues, je pense qu'ils ont constaté que l'évolution, que plutôt l'infection n'allait pas se tarir, qu'elle allait encore vivre quelques années avec cette infection et qu'on arriverait tôt et tard à la même sanction. Autant le faire et puis que la patiente puisse passer à autre chose. C'est une torture. Oui. C'est une torture. Rachida, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On termine avec vous justement, puisque je pense que vous avez un message à transmettre. Vous me disiez que vous habitiez au 5e étage, que c'était très compliqué justement de monter avec un fauteuil roulant. Vous vouliez parler justement de l'aménagement des espaces publics et j'ai envie de dire du mobilier urbain. Oui. Mon message que je voudrais dire et transmettre surtout, c'est de penser à ces gens, à ces personnes qui sont sur des chaises roulantes ou personnes handicapées. Je fais un appel à tout le monde, aux privés, aux autorités, à tout le monde. Il y a quand même un début, il y a des emplacements où il y a quand même des accès. Dans les postes, j'ai vu des... Mais là, il y a beaucoup d'accès qui sont très difficiles, c'est des escaliers. Il faut penser à faire des accès pour ces handicapés, parce qu'il y a des gens qui sont sur des chaises roulantes à vie. Et je vous assure que c'est une torture psychologique. Vous êtes resté une année, vous n'êtes pas parti chez vous à cause de votre état. Ma maison, j'irai plus. Voilà, ça y est, j'ai perdu ma maison, c'est bon. Je ne peux plus aller chez moi. Je ne peux plus accéder. Non, j'ai plus droit à accès à ma maison. Absolument. Alors, dernier message, c'est d'investir dans le mobilier urbain, adapté aux personnes à mobilité réduite, et puis aussi peut-être restituer les trottoirs aux piétons, parce que ça aussi c'est très important, qui sont très souvent squattés par des commerçants ou qui deviennent des espaces de parking, malheureusement. Merci, messieurs, dames, on est arrivé à la fin de cette message, émission. C'est possible. Oui, brièvement, c'est la fin de l'émission, on a débordé déjà. C'est très important, c'est de
de donner toujours, quand on donne l'espoir à une personne qui est handicapée ou qui est sur une chaise roulante, ne jamais lui dire tu ne veux pas te mettre debout. C'est un sujet très important. Bien sûr. Parce que moi, personnellement, psychologiquement, ça me terrasse. Oui. Je ne fais pas exprès. Ce message, il faut qu'il écoute. C'est mon rêve de me mettre debout et je fais mon possible. Absolument. Mais ce n'est pas facile. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup, pour Rachida. l'émission. On s'arrête justement à ce mot et rappeler aussi qu'à travers votre témoignage, vous avez cassé un grand tabou. Merci beaucoup C'est un honneur. d'avoir accepté de témoigner dans Avec cette émission. plaisir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. On vous donne rendez-vous samedi prochain. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Au revoir.